On croyait cette organisation oubliée, effacée, disparue des écrans radars. Faut-il craindre un retour en force de Daesh en Syrie? Il a fallu toute une semaine aux Kurdes et aux forces spéciales américaines et britanniques pour repousser ces dernières heures seulement l'assaut des djihadistes contre une prison dans la ville de Hasakeh. Coup d'éclat ou résurgence, avec nous pour en parler, Anne Goudicelli, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste de sécurité globale, fondatrice de Terrorisque. Jérôme Drevon, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes analyste du djihadisme à l'International Crisis Group. D'abord, les images. Daesh a donc encerclé pendant toute une semaine la prison d'Al-Hasakeh, c'est dans le nord-est du pays, pour tenter de libérer des milliers de djihadistes. Les forces kurdes et des membres spéciaux occidentales sont venus en main aux Kurdes. Assiégés, les combattants se sont rendus par petits groupes, puis par dizaines. Les djihadistes ont ensuite été conduits dans un lieu tenu secret. Au moins 166 morts tout de même, 45 000 personnes qui ont dû quitter leur maison dans ce quartier. Voilà donc pour les faits. Anne Goudicelli, est-ce que vous avez été surprise par l'ampleur de cette attaque de Daesh contre cette prison? Alors, il faut quand même rappeler qu'il y avait eu une tentative en novembre dernier sur la même prison. D'accord. Tentative qui a été menée par un des dirigeants de l'organisation qui a été arrêté et qui était dans cette prison depuis novembre, justement, arrêté par les forces kurdes. Donc, on savait qu'il pouvait y avoir une opération d'importance, mais c'est vrai que la sophistication, si je puis dire, tactique de l'opération, c'est-à-dire à la fois l'utilisation de ressources internes à la prison et en même temps de capacités externes. Donc, enfin, c'est très bien monté militairement parlant, on va dire. Donc, ça a débuté par l'explosion d'une voiture piégée et après, c'est de la guérilla, quoi. C'est une guerre. Oui, mais c'est une guérilla qui est menée avec une certaine préorganisation, c'est-à-dire il y a une vraie coordination à la fois en interne, mais aussi une connaissance des lieux, une connaissance aussi de la réaction de l'ennemi, comme on dit en guerre. Et donc, oui, c'est assez frappant. Et c'est certes, ça aura forcément des conséquences. Alors, on va voir lesquelles avec vous dans quelques instants. Jérôme Drevon, Anne Goudicelli vient de nous le dire, c'est la deuxième fois que cette prison est attaquée. Pourquoi cet établissement pénitentiaire précisément? Après, je pense que la question, c'est pas forcément cet établissement en particulier. Le fait est que depuis environ 1 ou 2 ans, il y a beaucoup de récits sur des attaques potentielles de prison. Donc après, la question, c'est de savoir la question n'est pas forcément disons, c'est pas une surprise. La surprise, c'est vraiment l'ampleur. Après, les raisons de telle ou telle prison peuvent se faire sur des raisons tactiques. Comment est-ce que le groupe arrive à s'organiser? Est-ce que le groupe a les bons réseaux de soutien dans telle et telle région syrienne? Donc ça, les priorités peuvent changer et peuvent se faire de façon tactique. Mais justement, donc, Jérôme Drevon, il se dit que là, on a affaire à des cellules dormantes, à des individus, à des hommes qui sont prêts à frapper et qui viennent de quartiers, qui vivent. Ça veut dire qu'il y a encore des djihadistes potentiels qui vivent parmi la population civile dans cette ville de Hasakeh? Après, le truc, c'est que la chose, c'est comment on définit qui est djihadiste ou pas. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont combattu avec ce groupe-là. Ces gens sont liés à certains réseaux locaux, à des familles, à des tribus, etc. Et donc, tous les gens n'ont pas forcément été arrêtés quand l'emprise territoriale de l'État islamique s'est terminée il y a quelques années. Donc, c'est évident qu'il y a encore des réseaux, il y a encore des gens qui sont sympathisants, etc. Et ça, c'est dans différentes régions. Et donc, le groupe exploite également cela dans le cadre de ses opérations, parce que ça lui donne des informations, ça lui donne accès à des ressources, et ça donne accès, du coup, à tous ces moyens de mettre en opération ce genre d'attaque armée. Ouais, et il y a aussi, Anne Goudicelli, la propagande. Alors ça, Daesh l'a toujours gardé. Il y a une vidéo qu'on a choisi de ne pas diffuser. Quand ils lancent leur attaque, ensuite, ils mettent en scène sur les réseaux sociaux, comme ils savent le faire, leur attaque. Ils le font, quelle que soit d'ailleurs la région, leur wilaya, c'est-à-dire la province d'État islamique, de Daesh, qu'ils ont pu implanter un peu partout dans le monde. Il y a toujours, ça accompagne l'action militaire. Et c'est vrai que là, on a l'impression d'être au cœur de l'action. Enfin, c'est vrai je dirais que ça, c'est pas étonnant. C'est encore une fois un levier de puissance contre l'ennemi, lui démontrer sa faiblesse, et puis un levier aussi de recrutement et de démonstration d'une capacité auprès d'autres
wilayas ou d'autres organisations Et d'autres concurrentes. régions du monde, on va y venir Oui. parce qu'on parlera aussi du Sahel. Mais d'abord, Anne Goudichelli, on va regarder la carte. Daesh, soyons clairs, n'a officiellement plus de territoire, en tout cas de califat entre guillemets. Du coup, les attaques se concentrent, semble-t-il, dans le désert. On voit sur cette zone bleutée, zone contrôlée là pour le coup par les forces de défense, les FDS, les forces kurdes, hein, c'est bien ça. Donc des attaques qui s'étendent de Homs dans le centre à Deir ez-Zor dans le sud-est. Et les cibles, ce sont les soldats syriens, les forces kurdes et des installations pétrolières. Oui, c'est ce qui se passait quand ils avaient, je dirais, à l'époque de leur implantation territoriale, ils avaient aussi autour des installations pétrolières, il y a toujours eu une présence de l'État islamique. Là, il y a un repli effectivement sur Deir ez-Zor en particulier. La logique, elle est toujours la même. Les implantations se font là où il y a le plus de garanties je dirais, de pouvoir rester, de se protéger et d'être plus difficilement attaquable par l'ennemi. Alors soit on est au cœur de la ville, hein, si je puis dire, puisque là il y a la problématique des victimes collatérales, comme on dit, c'est-à-dire en gros le fait que des populations civiles puissent être ciblées, donc ça peut comment dire, donner quelques Crédit, en tout cas. en tout cas, pour les attaquer de façon aérienne, c'est compliqué par les forces de la coalition. Donc, dans un désert, ils sont plus exposés à ce type d'attaque, mais en même temps, c'est là où ils peuvent cacher un certain nombre de matériel et évoluer de façon plus discrète. Jérôme Drevon, forces spéciales américaines et britanniques, dit-on, aujourd'hui, qui ont aidé à libérer les forces kurdes. D'ailleurs, au passage, on dit aussi peut-être, alors méfions-nous, mais que les Kurdes ont pas fait exprès, mais en tout cas, qui se sont dit, bon, cette fois, on va pas y aller tout seul, on va attendre aussi qu'on ait du renfort, ça suffit. Mais en gros, il y a encore des forces spéciales occidentales sur le territoire syrien? Oui, oui, clairement. Dans toute cette région qui est contrôlée par les forces liées à ces forces kurdes, il y a encore des forces spéciales occidentales, il y a encore des centaines de soldats américains qui sont présents sur le long terme dans la région. Et donc, clairement, ils ont un but de dissuasion par rapport à l'Iran, mais ils ont également un rôle de continuer d'avoir une présence pour maintenir ces régions sous contrôle des forces démocratiques syriennes. Et donc maintenant, ces forces peuvent être mises à profit dans ce cadre-là, justement pour éviter qu'il y ait des gens qui s'échappent et qui ensuite peuvent relancer d'autres attaques ailleurs. Donc il est clairement dans l'intérêt de ces forces occidentales de participer à ce genre d'opération. Alors pour vous, est-ce que c'est un coup d'éclat de Daesh ou est-ce qu'il y a une véritable résurgence de cette organisation en Syrie notamment? Je pense qu'il faut être assez mesuré par rapport à notre jugement. D'un côté, oui, c'est une opération qui pour eux est un vrai succès tactique parce qu'il envoie un message à leurs sympathisants, à leurs opposants, que le groupe est encore présent, que le groupe a de la puissance, que le groupe peut monter des opérations militaires avancées. Et donc ça, c'est un vrai signe. Par contre, le risque, c'est de croire qu'on est dans un nouveau scénario comme en 2013-2014, quand la conquête de la ville de Mossoul et la conquête de la ville de Raqqa en Syrie ont été précédées par les libérations de prisons. Nous ne sommes pas non plus dans cette situation-là. On n'est pas non plus à l'aube d'une réassertion de l'État islamique et d'un recontrôle territorial large sur cette région-là. Et en tout cas, Jérôme Drevon, et on vous entendra sur ce sujet aussi, Anne Goudichelli, vous vous intéressez beaucoup au Sahel, forcément, puisque vous travaillez sur les questions de sécurité globale. Est-ce que Daesh peut profiter du chaos au Sahel? Et pas seulement d'ailleurs, rappelons que Daesh a revendiqué au mois d'octobre 2020 une attaque, là encore, contre une prison à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu. Alors, l'État islamique ou AQMI, par exemple, puisqu'on parle du Sahel, eh bien, ce sont des organisations qui florissent sur des États faillis, des situations de crise et des situations de pauvreté, donc des situations potentiellement de chaos. Et ils le développent, ce chaos. C'est leur terreau, c'est leur ferment d'action en réalité. Mais en Afrique, avec quel discours? Un discours anti-français? Alors actuellement, et c'est pas tout à fait récent, mais tout ce qui est discours anti-colonial, pays colonisateur, en tout cas dans cette région-là du monde, ça fonctionne très bien. Et là, comme c'est arrivé à un niveau politique et pas seulement à un niveau, je dirais,
de propagande de groupes armés ou de rebelles. Là, on parle avec le Mali, en tout cas, et on va voir avec le Burkina, puisqu'il y a eu aussi un coup d'État, si l'argument anti-français participe d'une légitimation de l'action du coup et également d'une légitimation du peuple, de la population à l'égard de ce nouveau régime qui est arrivé par la force. On sait, Jérôme Drevon, que pour vaincre Daesh au Moyen-Orient, il a fallu la Russie. Certains disent d'ailleurs que Bachar al-Assad serait tombé sans l'aide de la Russie de Vladimir Poutine. Et on voit aussi d'ailleurs le groupe Wagner qui est déjà présent en Centrafrique, qui selon la France est présent au Mali, même si le gouvernement malien le dément. Ma question, elle est simple. Sans la Russie, le djihadisme en Afrique ne sera pas vaincu ? Je pense que l'exemple syrien montre que c'est pas vraiment la Russie qui a permis ce combat contre l'État islamique. La Russie a principalement favorisé ses intérêts et s'est principalement opposée à l'opposition syrienne qui elle-même se battait contre l'État islamique. Il y a un peu un mythe quelque part du fait que la Russie aurait permis de s'attaquer à l'État islamique, alors que dans une large mesure, c'est la Russie et le régime qui ont permis également à ce groupe de se développer dans la région. Et donc, il faut faire attention à répliquer des parallèles dans les pays africains. La Russie qui a permis l'émergence de Daesh, vous nous dites ? Non, mais la Russie le régime a permis, dans certaines conditions, à l'État islamique de prospérer. Oui. Et la Russie ne s'est jamais opposée à ça. Oui, vous évoquez notamment la libération des prisonniers, Anne Goudichelli, oui. C'est ça aussi, on en revient toujours d'ailleurs à ces prisons. C'est presque comme on pourrait dire, entre guillemets, un centre de formation, mais un des piliers, quoi. Disons que là, il y a deux problématiques. Bon, en général, il faut dire que attaquer les prisons, ça fait partie d'une logique de ces groupes-là, puisque libérer des militants qui ont travaillé pour la cause, eh bien, à la fois, ça affaiblit le régime contre lequel, ou les forces contre lesquelles on se bat, et en même temps, ça redonne du crédit à l'organisation. Bon, ça, c'est un point. Concernant donc l'autre question, c'était... Oui, c'était ça en fait, tout simplement, de dire que ces prisons étaient devenues névralgiques et que le régime syrien en avait joué aussi en libérant des alors, ce à quoi ça renvoie, cette opération aussi, c'est le fait que, en fait, au-delà de l'action d'éclat menée par l'État islamique, il y a la réalité du terrain qui est la situation aujourd'hui des prisons qui sont sous supervision des Kurdes, qui donc accumulent un certain nombre de prisonniers qui ne sont pas jugés, d'une part, et pour les étrangers qui ne sont pas récupérés par les pays dont ils sont originaires. Donc c'est une demande que les Kurdes ont depuis un bon petit moment pour dire, voilà, nous on ne peut plus gérer, nos prisons sont bondées, non seulement, effectivement, ça génère encore plus de potentiels risques, mais aussi ça affaiblit les capacités kurdes, malgré les aides occidentales, sur d'autres secteurs. Surtout de pouvoir vraiment contenir cette population, ces djihadistes, que ça soit dans ces prisons ou dans les camps où on a aussi des familles qui, certains, se sont évadés. Merci beaucoup Anne Goudichelli pour votre analyse et merci à vous, Jérôme Drevon, d'avoir été en direct avec nous pour parler donc de cette attaque spectaculaire de Daesh en Syrie, désormais maîtrisée.